Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'accident d'avion du MH370. Alors je tiens à remercier France 2 pour une émission qu'ils ont fait hier justement, où ils ont fait, comment dire, ils ont fait une émission qui a récapitulé pardon, la totalité des événements et de la perception qu'on pouvait avoir de cet accident au fur et à mesure pardon, avec la chronologie. Et donc c'était particulièrement intéressant. Parce que justement, il y a eu des recoupements de faits avec d'autres catastrophes d'avions. Il y a des interviews de pilotes, etc., etc. Donc c'est absolument passionnant. Alors, je vais d'abord commencer par parler des gens qui ont perdu des proches dans l'avion, parce que j'ai vu qu'il y avait des caméras qui les assaillaient littéralement, quoi. Je compatis, bien évidemment, je peux pas. Alors, je tiens à préciser quand même que j'avais commencé moi à faire une vidéo. Je crois que ça venait tout juste d'arriver. Et puis en fait, je l'ai pas mise en ligne parce que je me suis rendu compte que selon la façon dont les choses allaient évoluer, j'aurais probablement des choses différentes à dire, quoi. Ce qui est vrai, en fait. Alors, moi, j'essaie de faire la synthèse un peu de tout ce que j'ai entendu et puis de mon sentiment personnel. Je pense, moi, qu'il serait intéressant de créer une instance internationale de l'espace aérien. Alors vous me direz, je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent, qui se disent, mais vous croyez pas que ça existe déjà? Je pense qu'il existe des instances, il existe des, comment dire, il existe des accords signés entre grandes puissances concernant les espaces aériens. Oui. Le problème, c'est que ce sont les plus forts qui dictent leurs lois. Et le problème, c'est qu'il y a certains pays, à mon avis, qui sont survolés, par exemple, et à qui on ne demande rien. Vous voyez, par exemple. Voilà. Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'être survolés, je dis simplement que l'espace aérien est un peu une sorte de no man's land au niveau de la loi, quoi. Il y a un vide juridique de toute évidence. Alors, un vide juridique de quel ordre? Alors moi en fait je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai été amené à envisager une telle chose. C'est parce que en ce qui concerne le transport aérien, tout transport aérien confondu, je me rends compte que ce soit au niveau de la sécurité, il y a des disparités assez importantes entre les compagnies nationales des pays les plus puissants et puis certaines compagnies low cost dans ces mêmes pays, par exemple. Voilà. Alors en France, si vous voulez, je vais prendre l'exemple de la France parce qu'il se trouve que je le connais mieux que les autres. On va contrôler, on a des normes de sécurité pour décider quel type de véhicule va rouler sur la route, hein, qui est fait de telle sorte que une vieille guimbarde absolument hors d'état, en théorie, ne peut absolument pas rouler et n'a pas le droit de rouler. Par contre, donc ça, on peut le contrôler, si vous voulez. Enfin, à 99,99%. Par contre, ce qui se passe au-dessus de notre tête, par définition, c'est déjà beaucoup plus difficile, quoi. Voilà, par exemple. Bon. Et le problème, c'est qu'avec les avancées technologiques depuis 5 ou 10 ans, on arrive... alors, je parle bien de l'espace aérien, mais au sens large. J'entends par là, pas l'espace quand même, mais bon... dans la, enfin, je ne vais pas employer des mots que je ne maîtrise pas bien, mais bon, selon l'altitude à laquelle on se trouve, à mon avis, il y a vraiment quelque chose qu'il faut essayer de contrôler de façon plus efficace. Notamment, en fait, ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est toute la technologie qui est issue le développement technologique qui vient de la création des drones. Parce que qui dit drone, moi personnellement, je vais vous dire très franchement, hein, quand j'ai appris que les drones existaient, que j'ai appris comment ça fonctionnait et tout, j'étais mais pire qu'une puce, j'étais excitée comme une puce. Parce que moi, tout l'espace aérien, ça me fascine complètement. Mon père était carrément... Alors mon père était un aviateur contrarié, quoi. Lui, c'était dingue. D'ailleurs, quand j'étais enfant, on sortait vraiment pas beaucoup dans le pays de Caux, mais comme mon père était passionné d'aviation, il nous emmenait à l'aérodrome de Dieppe pour
monté dans un petit avion 4 places et on était venu survoler la maison, enfin survoler la ferme et tout. Et donc on avait des photos, on avait survolé. Et j'avais pas peur du tout. J'étais toute gamine et c'était un 4 places et j'avais même pas peur. Et j'avais adoré ça, vraiment j'avais adoré ça. Et quand les drones c'est dommage que mon père n'ait plus de ce monde parce que lui les drones il aurait été fou quoi, vraiment hein. Et alors évidemment moi quand j'ai appris que les drones existaient, je me suis dit mais putain c'est un moyen, sur le plan de la technique ça va ouvrir comment dire un champ d'action et un champ d'investigation absolument hallucinant. Et donc évidemment j'ai dit ça à Thomas, il doit y avoir je sais pas 3-4 ans peut-être. Et puis évidemment, tout ça se produit, bien évidemment. Alors ça se produit dans le bien, et puis ça se produit aussi dans le mal. Parce que justement, quand on parle du vide juridique, justement, il y a eu notamment, par exemple, le cas de cet adolescent qui a eu un drone à Noël et qui est allé photographier la cathédrale de Chartres ou je ne sais plus où, et qui a été condamné parce que on a estimé qu'il avait mis la vie des gens en danger. Et effectivement, son engin aurait pu tomber sur la tête de quelqu'un, ou ce qui est d'ailleurs arrivé. Enfin, c'est pas tombé sur la tête de quelqu'un, mais un drone comme ça, qui était en train de se balader et qui est tombé sur un trottoir, voilà. Donc comme quoi, ça peut effectivement causer des problèmes. Alors je ne mets pas en cause bien évidemment l'utilisation qu'il en a faite, je mets simplement en avant le fait qu'effectivement ça offre des perspectives absolument extraordinaires dans plein de domaines en fait. Alors notamment j'ai vu qu'il y avait le plafond de l'Opéra Garnier qui avait été photographié sous plein d'angles différents. Je suis tombée dessus hier là justement, peint par Chagall évidemment. C'est juste une pure merveille quoi, c'est absolument extraordinaire. Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Et alors le côté mauvais des drones, par contre, bah, effectivement, c'est qu'il y a évidemment des gens qui sont allés installer des sortes de mitraillettes ou d'armes à feu sur les drones. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un, un tordu, va avoir envie d'aller zigouiller son voisin ou quelqu'un de l'autre côté de la frontière, eh bien il va installer son engin sur un drone et puis il va aller descendre à la mitraillette des gens qui va survoler, quoi. Non mais voilà. Alors voilà, là vous avez vraiment les deux extrêmes, vous voyez. On a vraiment les deux extrêmes et du coup on se rend compte qu'il y a une espèce de vide juridique. Et alors évidemment quand on extrapole et qu'on voit cette histoire d'avion qui a disparu, alors moi évidemment quand je vois toutes ces familles qui sont en état de choc, enfin qui n'en peuvent plus quoi, je compatis mais je me sens tellement impuissante. Alors je voudrais quand même leur dire, moi, à eux en particulier, mais à tous les gens qui prennent des avions, en règle générale. Là, actuellement, il y a des moyens absolument pharaoniques de mis en œuvre pour retrouver l'avion. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, on a la prétention d'aller de l'autre côté du globe avec des moyens mis en œuvre complètement colossaux, vraiment. Et le risque zéro n'existe pas. Je veux dire, même si demain, on arrive à mettre sur pied une instance, une espèce de contrôle, comment dire, une espèce d'institution internationale, mondiale, de l'espace aérien, où la totalité des normes de sécurité physique, matérielle, au niveau du matériel, de la formation des agents, de la formation des pilotes de ligne, etc., même si on essayait de ceinturer la totalité des risques encourus quand on monte dans un avion, il existera toujours un risque. Voilà. Pourquoi ce risque existera-t-il toujours, pardon. Eh bien, tout simplement parce que c'est impossible de tout maîtriser, tout simplement. Voilà. On est tout simplement confronté, et c'est pas le seul domaine, hein. Il y a plein de domaines comme ça, où l'intelligence humaine voudrait aller au-delà de ce qu'elle est, et ça n'est pas possible, tout simplement. Voilà. Donc il faut être raisonnable. Je veux dire, quand vous avez un avion qui survole un océan, il peut se passer des choses, même si tout est parfaitement sécurisé, le risque zéro n'existera jamais. Et il faut le savoir. Voilà. Hein. Si vous marchez au bord d'une route sur un chemin à pied, vous avez effectivement beaucoup moins de chances qu'il vous arrive quelque chose que si vous traversez les océans dans un avion. Même s'il était hyper sécurisé.
Je sais, ça fait dur à entendre, mais c'est quand même la vérité, quoi. Donc il faut être assez raisonnable. Moi, j'ai vu les moyens mis en route là par tous les États. Il y a une énergie déconcertante de mise sur pied pour contrôler. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut savoir. Moi, j'ai quand même commenté il y a quelques jours, non pas par une vidéo, hein, mais je l'avais dit à Thomas Fersen. J'avais donné les directives et il disait qu'il fallait fouiller ce qui se passait au niveau des pilotes. Donc ça a été fait, ils ont suivi mes conseils et ils ont effectivement fouillé pour voir ce qu'il en était exactement. Et il faut savoir que sur ce plan-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a la preuve en plus, parce que jusqu'alors, avec ce qui s'était passé le 11 septembre aux États-Unis, par exemple, on avait appris que les gens qui avaient conduit les avions qui étaient rentrés dans World Trade Center, pardon, avaient appris leur métier aux États-Unis. Là, avec les investigations qui ont été faites, on sait qu'il existe des gens qui ont des simulateurs de vol chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui peuvent, chez eux, former d'autres pilotes. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire, bon, en contrôlant les formations de pilotes, on sait à qui on a affaire, on a des fiches, etc. Non, 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 non. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en train de leur apprendre chez eux, les mecs dans la cuisine, ils ont leur petit simulateur de vol, et puis ils apprennent à n'importe qui, du coup. Hein. N'importe qui est libre d'apprendre n'importe quoi. Enfin, c'est quand même assez inquiétant, hein, je trouve. Hein. Bon, alors, je pense que c'est même pas la peine c'est même pas la peine de... Comment dire, d'avoir la prétention de maîtriser les formations des pilotes, parce que c'est complètement vain, d'autant plus que c'est pas parce que quelqu'un prend des cours de pilotage au noir, comme ça, au black, chez un copain qui a un simulateur de vol chez lui, qu'il est forcément mal intentionné. Je suis désolée, ça peut être tout simplement pour satisfaire un fantasme, et puis voilà. Bon, maintenant, il y a autre chose qu'il faut... Je vais vous raconter un truc. Une histoire que j'avais vue, c'était un film d'ailleurs. Un jour, il y avait dans une maison de retraite des gens très âgés. Et puis bon, comme malheureusement souvent dans les maisons de retraite, enfin c'est pas une attaque vers le personnel des maisons de retraite, mais c'est quand même vrai, oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui s'ennuient de façon terrible dans des maisons de retraite. Et alors, ce petit vieux, figurez-vous, avait été chauffeur de car quand il était en activité. Puis là, il était dans sa maison de retraite et il s'emmerdait. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a profité du fait qu'il était de sortie avec les autres? Je ne sais plus. Toujours est-il qu'il a pris les clés du car en question. Il a embarqué tous les vieux dans le car et il s'est fait la malle. Il s'est fait la malle avec le car et tous les vieux dans le car. C'est-à-dire que les vieux n'avaient pas leurs médicaments, n'avaient pas les trucs respiratoires, ils n'avaient pas leur déambulateur, ils n'avaient pas les fauteuils et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont rigolé! Alors, bien sûr, je conçois très bien, je suppose que ce que je dis là va probablement choquer certains. Mais ce que je veux dire, c'est que le petit vieux en question, là, il en pouvait plus, donc il a d'une certaine façon un peu pété les plombs. Donc je sais pas, mais ils avaient mis un bout de temps avant de le retrouver. Hein. Ils avaient dû mettre 5 ou 6 ans, parce que le mec il conduisait bien, hein. Il avait toute sa tête, il savait très bien conduire le car. Donc évidemment, le car il roulait sur les autoroutes, il a dû aller, pour peu qu'il ait un peu de fric pour mettre de l'essence, il avait dû rouler pendant 4-5 heures, quoi. Et personne n'arrivait à l'arrêter, et tous les vieux avaient disparu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que même les pilotes en question, en supposant, alors je ne sais pas du tout de quelle façon ils sont suivis sur le plan psychologique, parce qu'après tout, c'est vrai que moi je sais que j'ai mon ancien mari, qui est, il n'a jamais conduit les trains, mais il travaille à la sécurité à la SNCF. Il travaillait, parce qu'il est à la retraite maintenant, mais il travaillait à la sécurité à la SNCF. Et donc les gens qui sont censés conduire des véhicules, quel que soit le mode de locomotion, qui conduisent enfin ça c'est en France, hein, qui conduisent des véhicules où ils transportent des centaines et des centaines de personnes, où ils sont responsables du transport de grands nombres de quantités de gens, passent des tests psychologiques chaque année, pour voir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas un problème, etc., etc. Mais alors donc mon mari le passait comme tout le monde, même s'il n'était pas à la locomotive. Mais je sais que les chauffeurs de locomotive, par exemple, subissent des contrôles comme ça très régulièrement en France, à la SNCF. Bon, je suppose qu'à Air France et sur le territoire français, il en est de même pour les pilotes. Alors ma première question c'est, est-ce que ces contrôles ont lieu dans d'autres pays? Est-ce que ces contrôles ont lieu? Si oui, tous les combien? Quel est le type de contrôle? Et je tiens à préciser que même dans l'hypothèse où tous ces contrôles se fassent, vous m'entendez bien? Ça ne donne
absolument aucune garantie absolue que le mec est parfaitement clean. Voilà. Je vais vous raconter autre chose. Un jour, je lisais un truc au sujet des suicides. Et ils expliquaient que sur une centaine de suicides, il y a, je ne sais pas quel pourcentage, qui n'est rigoureusement indétectable 1 heure avant le suicide. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont très très bien. Donc rien n'est décelable de l'extérieur, hein, ni par la famille, ni par la femme, ni par les enfants, ni par le milieu professionnel, ni quoi que ce soit. Et d'un seul coup, ils font une espèce de dépression d'une violence inouïe, ils perdent complètement les pédales, et ils font quelque chose d'irréversible. Voilà. Et moi, personnellement, évidemment, c'est vrai que je perçois des choses que d'autres ne perçoivent pas, c'est un fait, mais moi, on ne le saura jamais, malheureusement, mais moi, je ne serais absolument pas étonné d'apprendre qu'il y ait un des 2 pilotes à qui il soit arrivé ce genre de choses. Et absolument aucune autorité, ni indonésienne, ni d'où que ce soit, ne peut en être tenue responsable. Je regrette. Évidemment, c'est dur, je comprends bien que ce soit extrêmement dur pour les familles d'entendre une chose pareille. Mais à partir du moment où un problème psychologique n'est absolument pas détectable par qui que ce soit, on peut pas pallier à ce genre de choses. Imaginez un pilote qui doit prendre son service à 18h pour traverser les océans. Il va voir son chef d'équipage et il lui dit « Écoute, je me sens vraiment pas bien, il faut absolument pas que je prenne l'avion parce que je vais extrêmement mal et donc je ne peux pas prendre l'avion. » Là, la compagnie aérienne, qu'est-ce qu'elle va faire? J'imagine, enfin j'ose espérer, qu'elle choisit de ne pas le laisser partir d'une part et de lui trouver un remplaçant. Je suppose que c'est ce qui se passe. Ça peut arriver, ce genre de choses. Vous perdez quelqu'un de votre famille, vous perdez votre meilleur ami, vous perdez un de vos enfants, un choc psychologique et le pilote n'est pas capable de conduire. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne n'est à l'abri de ça. Bon, alors je ne sais pas, alors quand je vous parle justement de la nécessité d'une instance internationale concernant le transport aérien, je suis très sérieuse. Je pense vraiment que ce serait souhaitable. Parce que il y a plein d'aspects qui sont apparus lors de ce... Alors il y a une histoire de transport, comment ça s'appelle? De transport de substances dangereuses qui a été évoquée, qui était extrêmement inflammable, donc des batteries ou je ne sais quoi, qui était extrêmement inflammable. Donc évidemment là ça pose problème parce qu'on se rend compte qu'ils n'avaient pas le droit de les transporter ou qu'ils les ont transportés ou que dans telles conditions ils n'avaient pas le droit, etc. Des matières qui sont dangereuses doivent, à mon avis, si elles doivent traverser les océans, doivent le faire sans qu'il y ait le moins de personnes possible à bord, donc dans du fret et surtout pas avec des passagers. Déjà dans un premier temps, ça c'est la première chose. Il est apparu qu'au niveau du contrôle des passeports, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en France, il semblerait qu'on contrôle très bien les passeports avec la complicité d'Interpol. Il semblerait qu'en Indonésie ou ailleurs, ce soit beaucoup plus olé olé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'aspects, que ce soit sur le plan juridique ou que ce soit sur le plan purement sécuritaire, qui soit extrêmement aléatoire d'un pays à un autre. Et ça, je pense que c'est vraiment un très très gros problème. Et justement, le seul moyen d'être efficace sur ce plan, c'est qu'il y ait des règles internationales et que les différents États s'engagent à les respecter. Voilà. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays au monde qui a une piste d'atterrissage, qui décide d'ouvrir, d'avoir des gros porteurs, est-ce qu'elle a le droit ou pas d'atterrir dans tel pays et dans tel autre? Est-ce qu'elle a le droit de faire une escale? Quelles sont les conventions signées entre tel État et tel autre? Qui a le droit de survoler tel pays ou tel autre? Qui n'a pas le droit? Pourquoi? On n'en sait rien. On sait rien. Je ne dis pas que n'importe qui fait n'importe quoi dans l'espace aérien aujourd'hui. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que il y a les pays les plus puissants qui, eux, ont probablement signé des conventions entre eux, et que les pays, les pays émergents, entre guillemets, ils se situent comment par rapport à ces pays-là? On n'en sait absolument rien, quoi.
Voilà. Moi, je pense que l'Indonésie est visiblement de très bonne foi, et c'est vrai que ça m'a fait, j'ai trouvé ça injuste un peu de voir que les familles s'en prenaient comme ça aux autorités, parce que bon, de toute évidence, il y a vraiment énormément d'efforts de faits par plein de pays pour essayer de les retrouver. On ne les retrouve pas, soit, voilà. J'ai pas la solution. Malheureusement, je n'ai pas la solution. Mais je pense que ça n'est pas la solution de s'en prendre à eux, malheureusement. Ça ne résout rien, quoi. Ça ne résout rien. J'ai trouvé extrêmement touchant de voir le grand mur où tout le monde pose des messages de compassion. J'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Mais dès l'instant qu'on monte dans un avion, on sait qu'on prend effectivement des risques. Moi, je préfère le train, mais c'est vrai que pour traverser les océans, c'est pas facile. Je n'ai pas spécialement peur de l'avion, je tiens à le préciser. Mais je suis jamais montée dans un gros porteur encore.